Maman a hurlé, si tu es si maligne, paie tes factures. Alors j'ai déménagé dans la nuit. Quand l'électricité a été coupée, elle m'a appelé en larmes. Ma réponse l'a achevée. Il était 20h30 lorsque j'ai franchi la porte de l'immeuble, trempé jusqu'aux os par cette pluie glaciale typique du Nord qui ne vous lâche jamais vraiment. Mes bottes prenaient l'eau à chaque pas, faisant un bruit de succion misérable sur le linoléum décollé du hall d'entrée. Je venais d'enchaîner 10 heures de travail à l'usine d'emballage, scannant des milliers de colis Amazon jusqu'à ce que mes yeux brûlent et que mes poignets ne soient plus que de la douleur pure. Je montais les 4 étages à pied, l'odeur rance de choux bouillis et de tabac froid s'accrochant à mes vêtements comme une seconde peau poisseuse. Je ne le savais pas encore, mais cette montée d'escalier serait la dernière de ma vie d'avant. Derrière la porte de l'appartement 4B, une guerre m'attendait. Une guerre déclenchée par une seule phrase qui allait tout changer. Maman a hurlé, si tu es si maligne, paie tes propres factures. Ces mots ont claqué comme un coup de fouet. Je suis partie le soir même. Un mois plus tard, elle m'appelait en panique totale parce que l'électricité avait été coupée. Ma réponse l'a laissée sans voix et a marqué le début de sa chute vertigineuse. Mais avant de plonger dans les détails sordides de cette vengeance familiale, j'ai une petite chose à vous demander. Je suis toujours fascinée de savoir qui écoute mes histoires. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de voir comment nous sommes tous connectés par ces expériences de vie. J'ai tourné la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte sur un mur de fumée bleue. La télévision hurlait une émission de télé-réalité stupide, le volume poussé au maximum, couvrant à peine le bruit de la pluie contre les carreaux sales. Ma mère, Sylviane, était affalée sur le canapé en velours côtelé marron, vêtue de sa robe de chambre tachée de café, une cigarette se consumant dangereusement entre ses doigts aux ongles écaillés. Elle n'a même pas tourné la tête. « T'es en retard » a-t-elle marmonné, les yeux rivés sur l'écran. « Il n'y a plus de pain pour le dîner. Tu devras redescendre. » Je suis restée figée dans l'entrée, mon sac à dos glissant de mon épaule endolorie. La cuisine ouverte était un champ de bataille. Des assiettes incrustées de sauce tomate de la veille, des cartons de pizza vides empilés comme une tour de pisse graisseuse, et une bouteille de vin rouge bon marché renversée sur le comptoir, formant une flaque sombre et collante. Mais ce qui a capté mon attention, ce n'était pas le désordre habituel. C'était l'enveloppe rouge vif posée bien en évidence sur la table de la cuisine, juste à côté de mes clés de voiture. Je me suis approchée lentement, le cœur battant dans mes tempes. C'était un dernier avis d'EDF. Une mise en demeure avant coupure d'électricité. Le montant inscrit en gras me donnait envie de vomir, 450 €. Maman, ai-je commencé, ma voix tremblant de fatigue plus que de colère. C'est quoi ça? Je t'ai donné l'argent pour l'électricité la semaine dernière. Je t'ai donné 500 € en liquide le jour de ma paie, spécifiquement pour ça et le loyer. Elle a enfin daigné me regarder. Ses yeux étaient vitreux, cernés de noir, le maquillage de la veille coulant sur ses joues creusées. Elle a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a glacé le sang, tirant une longue bouffée sur sa cigarette avant d'écraser le mégot dans un cendrier qui débordait déjà. J'ai eu des imprévus, Morgane. Tu ne peux pas comprendre. Et puis, j'avais un pressentiment pour le loto. Je sentais que la chance allait tourner, que les numéros allaient enfin sortir. La chance. Elle parlait de chance alors que je me tuais à la tâche, sacrifiant ma jeunesse et ma santé pour payer ses dettes. Je sentais une boule de feu monter dans ma gorge, une chaleur toxique qui brûlait mes larmes avant même qu'elles ne puissent couler. « Tu as joué l'argent de l'électricité » ai-je chuchoté, incrédule. « On va nous couper le courant, maman. » Encore. Comme l'hiver dernier où j'ai dû dormir avec 3 pulls. Arrête de dramatiser. A-t-elle aboyé, se levant soudainement, son attitude passant de l'apathie à l'agression en une fraction de seconde. Tu es toujours là à te plaindre, à compter chaque centime comme une vieille avare aigrie. Je t'ai élevé seule. Je me suis sacrifiée pour toi quand ton père est parti. Et c'est comme ça que tu me remercies? En me fliquant chez moi? Je la regardais, et pour la première fois, le voile de l'amour filial s'est déchiré. Je ne voyais plus ma mère. Je voyais un parasite.
Un vampire émotionnel et financier qui s'était accroché à moi le jour de mes 18 ans et qui ne m'avait plus lâché. Et elle l'a vu dans mes yeux. C'est là que tout a basculé. La pièce semblait rétrécir, les murs jaunis par la nicotine se refermant sur moi. Je n'avais pas mangé depuis le déjeuner, une simple barre de céréales avalée à la volée. Mes pieds me lançaient une douleur lancinante, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et un lit propre. Mais même cela, c'était trop demandé dans cette maison. Je ne te flique pas, je veux juste qu'on ait de la lumière. Ai-je crié, ma patience s'effritant comme un vieux mur de briques. Je travaille 50 heures par semaine, maman. Je fais des heures supplémentaires le samedi. Je n'ai pas acheté de vêtements neufs depuis 2 ans. Je n'ai pas de vie sociale. Tout mon argent, absolument tout, passe dans cet appartement, dans tes cigarettes, dans tes dettes de jeu. Sylviane s'est approchée de moi, le visage déformé par la rage, ses yeux lançant des éclairs. Elle détestait qu'on lui rappelle la réalité. Elle vivait dans un monde fantastique où elle était l'éternelle victime, la martyre abandonnée par un mari cruel, obligée d'élever une fille ingrate qui ne comprenait pas son génie incompris. « Tu crois que tu es mieux que moi ?» a-t-elle sifflé, son haleine chargée de vin rouge me frappant au visage comme une gifle olfactive. « Parce que tu as un petit boulot minable ? Parce que tu te crois indépendante ? Tu n'es rien sans moi. Tu habites chez moi. C'est mon toit. C'est mon nom sur le bail. Ai-je rétorqué, la voix brisée. C'est mon nom sur la facture d'électricité. C'est mon nom sur Internet. Tu es interdite bancaire, maman, tu ne peux même pas ouvrir un compte nickel. Sans moi, tu n'as rien. C'était la vérité, brute et nue, mais c'était la vérité qu'il ne fallait jamais dire dans cette maison. Sa main est partie toute seule, un réflexe conditionné par des années de déni. Une gifle sonore a claqué sur ma joue gauche. Pas assez fort pour me blesser physiquement, mais assez pour briser le dernier lien ténu qui me retenait encore à elle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même la télé semblait s'être tue. Je portais ma main à ma joue, la peau picotant sous l'impact, mes yeux écarquillés fixant cette femme que j'appelais maman. Elle ne s'est pas excusée. Au contraire, un sourire mauvais, presque triomphant, a étiré ses lèvres minces. Elle a pris la facture d'électricité sur la table, l'a froissée en boule avec rage et me l'a jetée au visage. Le papier a rebondi sur ma poitrine avant de tomber au sol, tel un déchet. « Si tu es si maligne », a-t-elle hurlé, sa voix montant dans les aigus jusqu'à se briser, alors paie tes propres factures. Dégage de chez moi et va payer tes propres factures. On va voir combien de temps tu tiens dans le vrai monde sans ta mère pour te protéger. On verra qui reviendra en rampant. Me protéger ? L'ironie était si forte que j'ai failli éclater d'un rire hystérique. Elle ne me protégeait pas. Elle me consommait. J'étais son plan retraite, son psychologue non rémunéré, son banquier personnel et son sac de frappe émotionnelle depuis que j'avais 10 ans. Quelque chose s'est éteint en moi à cet instant précis. La culpabilité, cette vieille amie toxique qui me murmurait toujours c'est ta mère, elle a souffert, sois gentille, s'est évaporée. Elle a été remplacée par une froideur clinique. Une clarté absolue, cristalline. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé la boule de papier au sol, symbole de mon esclavage, puis j'ai levé les yeux vers elle. D'accord, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, surprise par mon calme surnaturel. Elle s'attendait à des pleurs, à des supplications, à ce que je m'excuse d'avoir osé la contredire comme je le faisais toujours. D'accord quoi ? A-t-elle aboyé, incertaine. D'accord. Je vais payer mes propres factures. À partir de maintenant. Et seulement les miennes. J'ai tourné les talons et je suis allée dans ma chambre. Je n'allais pas attendre le matin. Je n'allais pas attendre qu'elle se calme. C'était fini. Pour de bon. Ma chambre était le seul endroit de l'appartement qui ne sentait pas le tabac froid. C'était mon sanctuaire, mon petit îlot de paix, mais en le regardant ce soir-là, sous la lumière crue de l'ampoule nue, je réalisais qu'il ressemblait plus à une cellule de prison qu'à une chambre de jeune femme de 22 ans. Je n'avais pas de valise. Maman avait emprunté la mienne l'année dernière pour un voyage imaginaire qu'elle n'avait jamais fait, et je ne l'avais jamais revu, probablement vendu ou perdu. J'ai attrapé des sacs poubelles noirs,
ceux de 100 litres que je gardais sous mon évier. J'ai commencé à y jeter mes affaires en vrac, avec une frénésie méthodique. Mes uniformes de travail qui sentaient le carton, mes jeans usés, mes quelques pulls chauds indispensables pour l'entrepôt glacial. Je ne prenais pas tout. Juste l'essentiel vital. Mon ordinateur portable, mon chargeur, et surtout, mon dossier de documents administratifs, cette pochette bleue que j'avais gardée précieusement cachée sous mon matelas. J'ai aussi pris la seule photo encadrée que j'avais, moi et mon père au parc, prise juste avant qu'il ne parte acheter des cigarettes et ne revienne jamais, me laissant seule avec elle. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Chaque vêtement fourré dans le sac me semblait alléger un poids invisible sur mes épaules. C'était comme si je retirais des briques que je portais depuis une décennie. En repassant dans le couloir, lourdement chargé, Sylviane était retournée devant la télé, mais elle guettait du coin de l'œil. Quand elle m'a vue avec mes 2 gros sacs poubelles noirs, elle a éclaté d'un rire strident, cruel, qui a résonné contre les murs nus. « Oh, regarde là! Cendrillon s'en va !» Elle s'est levée, une nouvelle cigarette vacillante au coin des lèvres, la cendre tombant sur le tapis. « Tu vas aller où, hein? Chez qui? Personne ne veut d'une fille à problème comme toi. Tu reviendras en rampant d'ici 2 jours quand tu auras faim. Et quand tu reviendras, tu devras me supplier à genoux pour que je te laisse entrer. Tu devras payer le double. » Je me suis arrêtée, la main sur la poignée froide de la porte d'entrée. J'ai pris une profonde inspiration. L'air du couloir sentait toujours le chou, mais pour la première fois, il sentait aussi la possibilité d'un ailleurs. « Garde tes clés », ai-je dit en les posant doucement sur le petit meuble de l'entrée. « Et ne m'attends pas. Je ne reviendrai pas. » J'ai ouvert la porte et je suis sortie. J'ai dévalé les 4 étages sans me retourner, les insultes de ma mère résonnant dans la cage d'escalier comme les échos d'un mauvais rêve qui s'estompe. Dehors, la pluie tombait toujours, glaciale et impitoyable. Mais bizarrement, alors que l'eau trempait mon manteau et collait mes cheveux à mon visage, je ne sentais pas le froid. Je sentais le feu. Je marchais vite, traînant mes sacs vers l'arrêt de bus, mes bottes claquant sur le bitume mouillé. Je n'avais nulle part où aller, sauf une adresse en tête. Léa. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts mouillés glissant sur l'écran tactile. Léa, c'est urgent. Je suis partie. Je peux venir? Les 3 points de suspension ont dansé pendant une éternité qui a duré 30 secondes. Puis la réponse est arrivée, j'arrive te chercher. Bouge pas. Je suis là dans 10 minutes. Je me suis effondrée sur le banc de l'arrêt de bus, serrant mes sacs poubelles contre moi comme des trésors inestimables. J'étais techniquement SDF, fauchée, et seule sous la pluie. Mais j'étais libre. Du moins, c'est ce que je croyais naïvement. Je pensais que le pire était derrière moi, que j'avais coupé le cordon. J'ignorais totalement que ma mère avait laissé une bombe à retardement financier attachée à ma cheville, et que le compte à rebours touchait à sa fin. L'appartement de Léa, situé dans le centre de l'île, était l'opposé polaire de chez moi. Il faisait chaud, une chaleur douce et enveloppante. Ça sentait la bougie parfumée à la vanille et le linge propre, une odeur de normalité qui me donnait le vertige. Ses parents, des gens discrets et d'une gentillesse absolue, ne m'ont posé aucune question gênante ce soir-là. Ils ont vu ma détresse, mes vêtements trempés, et m'ont juste offert un bol de soupe chaude avant d'installer un matelas gonflable dans la chambre de Léa. Cette première nuit, je n'ai pas dormi une seule seconde. Le silence était terrifiant. J'étais habituée au bruit de fond constant de la télé de ma mère jusqu'à 3 heures du matin, à ses quintes de tout grâce, au bruit des voisins qui se disputent à travers les murs en papier à cigarette. Ici, c'était le calme absolu. Je fixais le plafond, attendant le drame, attendant que quelqu'un vienne me crier dessus pour une erreur imaginaire. Le lendemain matin, Léa, qui était en 3e année de droit et avait un esprit aussi affûté qu'un scalpel, s'est assise sur le lit avec moi, un café fumant à la main et un air très sérieux. « Morgane, il faut qu'on parle logistique », a-t-elle dit doucement, posant sa main sur mon bras. « Tu as quitté l'appartement, c'est génial. Je suis fière de toi. Mais, tu m'as dit que tout était à ton nom. » J'ai hoché la tête, un morceau de pain beurré coincé dans la gorge, soudainement sec. Le bail, l'électricité, le gaz, Internet.
Elle ne pouvait rien prendre à son nom à cause de ses dettes passées, de son interdiction bancaire. Elle m'a fait signer dès mes 18 ans. Léa a grimacé, une expression de douleur empathique. Si tu ne fais rien, tu es légalement responsable. Si elle arrête de payer le loyer et on sait toutes les deux qu'elle le fera dès le mois prochain, c'est toi que l'huissier viendra chercher. C'est ton salaire qu'ils vont saisir à la source. Un frisson a parcouru mon échine. Je n'y avais pas pensé dans la fureur du départ. Je voulais juste fuir l'abus. Il faut que tu résilies tout. Maintenant, a insisté Léa. Mais avant ça. Morgane, tu dois vérifier tes comptes. Pas juste ton compte courant. Tout. Tu dois vérifier si elle n'a rien fait d'autre. Comme quoi? Ai-je demandé naïvement, ne voulant pas comprendre. Comme des crédits à la consommation. Des ouvertures de lignes téléphoniques. Des achats en plusieurs fois. C'est classique dans ce genre d'histoire de parents toxiques. Je voulais lui dire qu'elle se trompait. Que ma mère était égoïste, méchante, manipulatrice, oui, mais pas criminelle. Pas au point de me voler mon identité et de détruire mon futur. C'était ma mère, après tout. Elle m'avait donné la vie. Je vais vérifier, ai-je promis pour la rassurer. Mais je dois retourner là-bas. J'ai oublié mon carnet de santé et quelques papiers importants que je n'ai pas trouvés hier soir. N'y va pas seule, a prévenu Léa. Elle joue au bingo le mardi après-midi, c'est sacré pour elle, ai-je répondu. L'appartement sera vide. J'irai vite. J'ai encore le double des clés. Si j'avais su ce que j'allais trouver dans cet appartement vide, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage d'y retourner. Ce que j'allais découvrir allait transformer ma tristesse en une guerre totale et sans merci. Je suis retournée à l'appartement 3 jours plus tard. La clé a tourné dans la serrure avec un grincement familier qui m'a donné la nausée. L'appartement était plongé dans la pénombre, les volets fermés. L'air était encore plus vicié que lors de mon départ, une odeur de renfermé et de négligence. J'ai filé directement dans la chambre de ma mère. Je savais qu'elle cachait ses trésors sous son lit, loin des regards. Pas des bijoux, non. Des papiers. Des secrets. J'ai tiré une vieille boîte à chaussures Nike écrasée, couverte de poussière. Mon cœur battait la chamade, résonnant dans mes oreilles comme un tambour de guerre. J'ai soulevé le couvercle en carton déchiré. À l'intérieur, c'était le chaos. Des talons de chèques, des tickets de grattage perdant par centaines, et des dizaines d'enveloppes non ouvertes ou déchirées grossièrement. J'ai commencé à fouiller, et très vite, mes mains se sont mises à trembler de manière incontrôlable. La première lettre était de la Cofidis. Une lettre de relance agressive pour un crédit renouvelable. Le nom sur le courrier? Mademoiselle Morgane D. Le montant dû? 3 500 €. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je n'avais jamais pris de crédit. Jamais. J'ai continué à creuser, frénétiquement, les larmes brouillant ma vue. Une lettre de la Redoute pour une carte de crédit magasin. Une autre de printemps. Un échéancier pour un prêt personnel chez Sofinco pour l'achat de mobilier et équipements multimédia. La télévision. Cette maudite télé 65 pouces qu'elle avait ramenée un jour en disant triomphalement que c'était un cadeau d'un ami riche. C'était moi qui la payais. Enfin, c'était mon nom qui la payait, avec des intérêts exorbitants. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de tout, page après page. Chaque lettre. Chaque relevé. Les dates remontaient à mes 18 ans et 2 jours. Dès que j'étais devenue majeure légalement, elle avait commencé. Elle avait attendu cet anniversaire non pas pour me célébrer, mais pour m'exploiter. Le total? J'ai fait un calcul rapide sur la calculatrice de mon téléphone, l'estomac noué. Environ 12 000 €. 12 000 €. C'était plus d'une année de mon salaire net à l'usine. C'était une montagne infranchissable. Je me suis assise par terre, au milieu de la poussière et des moutons sous le lit de ma mère, entourée de la preuve tangible de sa trahison absolue. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était mon nom. C'était ma crédibilité. C'était mon avenir. Si je voulais louer un autre appartement, acheter une voiture pour aller travailler, ou faire n'importe quoi, je serais bloquée.
J'étais fichée Banque de France sans même le savoir. Elle ne m'avait pas juste demandé de payer les factures. Elle m'avait vendu. Elle avait hypothéqué ma vie pour son confort immédiat. Soudain, j'ai entendu un bruit de clé dans la serrure de la porte d'entrée. Maman était rentrée plus tôt du bingo. Probablement parce qu'elle avait perdu tout son argent. La panique m'a saisie, pure et animale. Je ne pouvais pas la voir. Pas maintenant. Si je la voyais, je l'aurais peut-être tuée de mes mains. Ou je me serais effondrée en hurlant. J'ai fourré les lettres les plus accablantes dans mon sac à dos, j'ai remis la boîte sous le lit tant bien que mal, et je me suis glissée vers ma chambre, puis vers la fenêtre qui donnait sur l'escalier de secours extérieur. J'ai fui comme une voleuse dans ma propre maison, alors que la vraie voleuse entrait dans le salon en chantonnant un air populaire. Une fois en sécurité dans la rue, j'ai appelé Léa. Ma voix était méconnaissable, rauque, brisée. « Tu avais raison », ai-je chuchoté. Elle a tout pris. 12 000 €, Léa. Elle a ruiné ma vie. Viens au commissariat, a dit Léa, sa voix dure comme l'acier. Tout de suite. On ne va pas la laisser gagner. On va se battre. Arrêtons-nous une seconde. Je veux que vous vous mettiez à ma place, vraiment. Vous découvrez que votre propre mère vous a endetté de 12 000 € en cachette. Vous avez les preuves en main. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous eu le courage d'aller à la police dénoncer votre mère, ou auriez-vous essayé de négocier? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je lis toutes vos réponses. Devant le commissariat central de Lille, sous la lumière crue et impitoyable des néons bleus, j'ai hésité. Mes pieds semblaient collés au trottoir humide. La pluie avait cessé, mais le froid était plus mordant que jamais. Je ne peux pas faire ça, Léa, ai-je dit, serrant mon dossier contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. C'est ma mère. Si je porte plainte pour usurpation d'identité et escroquerie, elle risque la prison. Elle a un casier vierge, mais avec les montants, c'est du sérieux. Léa m'a attrapé les épaules et m'a forcé à la regarder dans les yeux. Son regard était intense, brûlant de cette justice que seuls les étudiants en droit possèdent. Morgane, écoute-moi bien. Tu as 2 choix ce soir. Choix numéro 1, tu ne dis rien. Tu passes les 10 prochaines années à manger des pâtes, à rembourser 12 000 € plus les intérêts monstrueux. Tu ne pourras jamais avoir ton propre appartement. Tu seras esclave de ces mensonges pour toujours. Choix numéro 2, tu dis la vérité. Tu te sauves. Tu reprends ta vie. Mais elle m'a élevée, ai-je balbutié, les larmes aux yeux. Elle t'a volé. A crié Léa, attirant les regards curieux de quelques passants. Ce n'est pas de l'amour, Morgane. C'est du parasitisme. Elle a attendu tes 18 ans comme on attend qu'un compte épargne arrive à maturité pour le vider. Elle t'a vu comme une ressource, pas comme une fille. Les images de mon enfance ont défilé comme un vieux film en noir et blanc. Les fois où je devais mentir au propriétaire pour dire que le chèque était à la poste alors qu'il n'existait pas. Les soirs où je mangeais des restes pendant qu'elle s'achetait des cartouches de cigarettes de marque. La promesse que j'avais faite à mon père de prendre soin d'elle, une promesse qui était devenue ma chaîne. J'ai réalisé soudainement que j'avais tenu ma promesse. J'avais pris soin d'elle au-delà du raisonnable. Mais qui avait pris soin de moi? Personne. Absolument personne. La colère, froide et tranchante, est revenue. Elle m'avait mis au défi, si tu es si maligne, paie tes propres factures. Eh bien, j'allais le faire. Et la première étape pour payer mes factures, la toute première condition, c'était de ne plus jamais payer les siennes. Allons-y, ai-je dit, ma voix soudainement ferme. Entrer dans ce commissariat a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. L'odeur de café froid, de sueur et de désinfectant m'a pris à la gorge. L'officier à l'accueil avait l'air fatigué, blasé. C'est pourquoi? A-t-il demandé sans lever la tête. Je veux déposer plainte contre ma mère, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Pour usurpation d'identité, faux et usage de faux. L'officier a levé un sourcil, surpris par la détermination dans ma voix. Il a sorti un formulaire. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai raconté mon histoire. J'ai montré les lettres volées.
J'ai montré les relevés bancaires où l'on voyait des retraits d'argent liquide dans des casinos à des heures où j'étais pointé à l'usine. C'est du solide, a commenté l'officier en tapant sur son clavier à 2 doigts. Avec ça, vous pourrez contester les dettes auprès des organismes de crédit. Ils se retourneront contre le véritable auteur de la fraude. Contre ma mère, ai-je confirmé, un goût de cendre dans la bouche. Oui. Elle sera convoquée pour une audition. Et vu les preuves, elle sera probablement poursuivie. En signant le procès-verbal, j'ai eu l'impression de signer l'arrêt de mort de notre relation. Mais curieusement, je n'ai ressenti aucun regret. Juste un immense soulagement. Comme si je venais de poser un sac de ciment que je portais depuis des années. Mais je savais que le volet légal ne suffisait pas. Il fallait couper les vivres concrètement. Immédiatement. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé non payé. J'avais une liste de tâches, et je l'ai attaquée avec une précision militaire. Première étape, la banque. J'ai fermé mon compte joint, celui où elle avait une procuration au cas où disait-elle, et j'en ai ouvert un nouveau dans une toute autre banque, en ligne, dont elle ne connaîtrait jamais l'existence. J'ai vu l'argent de ma dernière paye être transféré. Pour la première fois de ma vie, mon argent était en sécurité. Il était à moi. Deuxième étape, EDF et l'eau. J'ai appelé le service client, le cœur battant. Bonjour, je suis Morgane D. Je souhaite résilier mon contrat d'électricité pour l'adresse du 14 rue des Martyrs. Je ne vis plus là-bas depuis 3 jours. Très bien, mademoiselle. La coupure sera effective sous 48 heures, sauf si un nouveau locataire reprend le contrat immédiatement. Il y a une occupante, ma mère, Madame Sylviane D. Mais elle devra ouvrir son propre contrat. Je ne paie plus pour ce compteur. Je me désolidarise. C'est noté. Si aucun nouveau contrat n'est souscrit, le technicien passera couper le raccordement physique. Parfait. Faites ça, ai-je dit froidement. Troisième étape, le propriétaire, Monsieur Vasseur. C'était l'appel le plus dur. Monsieur Vasseur était un vieil homme un peu grincheux mais pas méchant, qui nous avait loué l'appartement malgré les problèmes de ma mère, parce qu'il me faisait confiance à moi. Monsieur Vasseur, je voulais envoyer une lettre recommandée ce matin. Je donne mon préavis réduit. Je quitte l'appartement. Je me retire du bail. Mais votre mère? Elle reste? A-t-il demandé, la voix teintée d'inquiétude. Il savait que Sylviane était un cauchemar financier. C'est à voir avec elle. Mais sachez que je ne suis plus caution solidaire. J'ai déposé une plainte pour fraude contre elle, ce qui annule juridiquement mes engagements de caution pris sous la contrainte ou la fraude. Mon avocate, c'était Léa, bien sûr, qui jouait le rôle à la perfection, vous enverra les détails. C'est la catastrophe, Morgane. Elle ne paiera jamais sans vous. Je vais devoir l'expulser. Je sais, monsieur Vasseur. Je suis désolé. Vraiment. Mais je ne peux plus me noyer pour la garder à flot. J'ai raccroché. C'était fait. J'avais dynamité les fondations de sa vie confortable. J'avais retiré les piliers qui soutenaient son existence parasitaire. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre l'effondrement. Je suis retournée au travail l'après-midi même. Mes collègues m'ont trouvée bizarrement joyeuse pour quelqu'un qui dormait sur un matelas gonflable chez une amie. Je scannais les colis avec une énergie nouvelle. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau, et pour la première fois, ça me plaisait. Mais Sylviane n'allait pas se laisser faire sans combattre. Le silence a duré 3 semaines. 3 semaines étranges où les organismes de crédit ont commencé à recevoir mes contestations officielles. 3 semaines où les lettres de mise en demeure ont commencé à s'empiler dans sa boîte aux lettres, des lettres qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et puis, un soir, la lumière s'est éteinte. C'était un mardi soir, un mois après mon départ. J'étais chez Léa, en train de réviser mon CV pour trouver un deuxième emploi, un petit boulot de week-end afin de me constituer une épargne de sécurité plus rapidement. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Maman s'affichait sur l'écran. Je l'ai regardé, le cœur battant un peu plus vite, mes mains devenant moites. J'ai laissé sonner 3 fois, prenant le temps de respirer. Puis j'ai décroché, mettant le haut-parleur pour que Léa puisse entendre. Allô? Ai-je dit,
d'une voix neutre, contrôlée. Morgane. Sa voix était stridente, paniquée, à la limite de l'hystérie. Qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir à toi aussi, maman. De quoi tu parles? Il fait noir. Tout est noir. La télé s'est éteinte en plein milieu de mon émission. Le frigo ne fait plus de bruit. J'ai vérifié les plombs, ce n'est pas ça. Pourquoi tu n'as pas payé la facture? J'ai pris une gorgée de Monté chaud, savourant la chaleur du liquide qui contrastait avec la froideur de la conversation. Je t'avais prévenu, maman. Le soir où je suis partie. Tu te souviens? Tu m'as hurlé dessus. Tu m'as dit, mot pour mot, si tu es si maligne, paie tes propres factures. Il y a eu un silence au bout du fil, juste le bruit de sa respiration saccadée et paniquée. Je l'ai fait, ai-je continué, articulant chaque mot. J'ai payé mes factures. Celle de mon téléphone, celle de ma nourriture, et celle de mon loyer, ici. L'électricité de ton appartement, c'est ta facture. Pas la mienne. Mais je ne peux pas payer. A-t-elle crié, sa voix se brisant. Il demande 450 € plus les frais de réouverture. Je n'ai pas cet argent. Mes surgelés vont pourrir. Je ne peux même pas charger mon téléphone, je suis à 10%. C'est embêtant, ai-je répondu calmement. Vraiment embêtant. Peut-être que tu devrais arrêter de jouer au bingo. Ou vendre cette télé géante que tu as achetée à mon nom. Ah non, attends, tu ne peux pas la vendre, elle n'est pas payée. Tu sais pour la télé? Sa voix a baissé d'un ton, passant de la colère à la peur pure. Je sais pour tout, maman. La télé, la Cofidis, la Redoute, le Crédit Sofinco. Tout. Et la police le sait aussi. J'ai porté plainte. La police? Elle a chuchoté ce mot comme s'il était maudit, comme s'il brûlait sa langue. Tu as osé, contre ta propre mère? Tu veux m'envoyer en prison? Tu as osé voler ta propre fille? Ai-je répliqué, coupant court à sa tentative de manipulation émotionnelle. Tu as osé hypothéquer mon avenir? Débrouille-toi, maman. Tu voulais que je sois une adulte indépendante? Voilà, je le suis. Bonne chance dans le noir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était l'adrénaline de la victoire. J'avais frappé fort. Mais je savais qu'elle n'allait pas en rester là. Sylviane était comme un animal piégé. Elle allait mordre. Et elle a sorti son arme secrète, celle qu'elle gardait toujours en réserve, la famille. Dès le lendemain, mon téléphone est devenu une zone de guerre. Sylviane avait lancé sa campagne de diffamation. D'abord, ma grand-mère, sa mère, qui vivait en maison de retraite et qui perdait un peu la tête, m'a laissé un message vocal en pleurs, sa voix chevrotante me transperçant le cœur. « Morgane, ma petite, pourquoi tu fais ça à ta maman? Elle m'a appelée, elle dit que tu l'as laissée mourir de froid. C'est pas chrétien, ma chérie. On n'abandonne pas sa mère. » Ensuite, mes cousins, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des messages Facebook haineux ont commencé à affluer. T'es une grosse merde. Ta mère a tout sacrifié pour toi et tu la voles? On sait que t'as pris l'argent de son coffre avant de partir. Rends l'argent. Elle avait retourné l'histoire. Bien sûr. C'était du génie maléfique. Dans sa version, j'étais la voleuse. J'avais pillé ses économies imaginaires et je m'étais enfuie, la laissant sans ressources dans le noir. C'était brillant, d'une perversité absolue. Je me sentais isolée. C'est terrible de savoir la vérité quand tout le monde croit au mensonge. J'avais envie de hurler sur les toits, de poster les preuves sur Facebook, de scanner le rapport de police, mais Léa m'a conseillé de ne rien faire. Garde ça pour le tribunal, a-t-elle dit. Ne joue pas son jeu sur les réseaux sociaux. Mais le pire restait à venir. Tante Jocelyne. Jocelyne, la sœur aînée de ma mère. Une femme sévère, rigide, qui dirigeait sa famille comme une entreprise militaire. Elle n'avait jamais vraiment aimé ma mère, qu'elle trouvait irresponsable et brouillonne, mais pour Jocelyne, la famille était sacrée. On ne lave pas son linge sale en public, et on n'abandonne pas les siens, peu importe les circonstances.
3 jours après la coupure d'électricité, Jocelyne m'attendait à la sortie de l'usine. Elle était appuyée contre sa Peugeot 208 impeccable, les bras croisés, le visage fermé comme une porte de prison. « Monte », a-t-elle ordonné sans même dire bonjour. Je suis montée. Je n'avais pas la force de me battre sur le parking devant mes collègues qui sortaient de leur car. « Ta mère est chez moi », a dit Jocelyne en démarrant brusquement. Elle dort sur le canapé. Elle est dans un état lamentable. Elle dit que tu as vidé ses comptes et que tu l'as laissée sans rien. C'est faux, ai-je dit, regardant la route défiler, fatiguée de devoir me justifier. Jocelyne a soupiré, sortant une enveloppe blanche de son sac à main de marque. Elle l'a jetée sur mes genoux avec mépris. Tiens. Il y a 500 €. Va payer l'électricité et rends-lui ses clés. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous, je m'en fiche, mais ça s'arrête maintenant. Tu es la fille, elle est la mère. Tu lui dois le respect. C'est la hiérarchie naturelle. J'ai regardé l'enveloppe. C'était tellement tentant. Juste prendre l'argent, payer, et faire taire tout le monde. Retrouver le calme. Arrêter les messages haineux. Mais ce serait un faux calme. Ce serait admettre que j'avais tort. Ce serait retourner dans la prison. J'ai reposé l'enveloppe sur le tableau de bord, doucement mais fermement. Non, tante Jocelyne. Elle a pilé au feu rouge, me foudroyant du regard, ses yeux écarquillés de surprise. Quoi? Tu refuses? Tu refuses d'aider ta mère? Je refuse d'être le bouc émissaire. Tu n'as entendu que sa version, celle qui l'arrange. Tu veux la vérité? La vraie vérité, avec des preuves? Je n'ai pas de temps pour tes gamineries et tes drames d'adolescente. Ce ne sont pas des gamineries. Ai-je crié, ma voix remplissant l'habitacle. Ce sont des crimes. Si tu veux savoir pourquoi ta sœur est à la rue, invite-la à dîner ce soir. Je viendrai. Et j'apporterai mon dossier. Si après avoir vu ce que j'ai à te montrer, tu penses encore que je suis la méchante, alors je paierai. Je paierai tout. Je prendrai l'argent et je m'excuserai. Jocelyne m'a scruté, cherchant une trace de mensonge ou d'hésitation dans mes yeux. Elle n'a vu que de l'épuisement et une détermination féroce, inébranlable. D'accord, a-t-elle dit froidement. Ce soir, 20h. Ne sois pas en retard. Et ne me fais pas perdre mon temps. La maison de tante Jocelyne sentait le pot-au-feu et la cire pour meuble. Une odeur d'ordre, de respectabilité et de tradition. Quand je suis entrée, ma mère était déjà là, assise dans le fauteuil en velours du salon, enveloppée dans une couverture en laine. Elle a joué le grand jeu. Elle ne s'était pas maquillée, ses cheveux étaient en bataille, et elle tremblait légèrement, probablement de manque de nicotine, mais ça passait pour du chagrin intense. Quand elle m'a vue, elle a poussé un petit gémissement théâtral et a détourné le regard, comme si ma présence lui brûlait les yeux. Je ne peux pas la regarder, Jocelyne. Elle me brise le cœur, a-t-elle pleurniché. Comment ma propre fille peut être aussi cruelle? Je me suis assise en face d'elle, posant mon gros dossier cartonné sur la table basse en verre, juste à côté du vase en cristal qui valait probablement plus que ma voiture. Bonsoir maman, ai-je dit. Faisons vite, a tranché Jocelyne, restant debout, les bras croisés. Morgane, tu prétends avoir des preuves. Montre-les. Sylviane, toi, tu te tais pour l'instant. Pas un mot. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti la première pièce, la plus officielle, la copie du dépôt de plainte avec le tampon officiel de la police nationale. Qu'est-ce que c'est? A demandé Jocelyne en ajustant ses lunettes sur son nez. Une plainte pénale contre X pour usurpation d'identité, avec Sylviane D. nommée comme principale suspecte. Ma mère a bondi de son fauteuil comme si elle avait reçu une décharge électrique. Tu as porté plainte contre moi? Espèce de petite garce. Tu veux m'envoyer en prison? Assieds-toi. A rugi Jocelyne d'une voix de stentor. Pour la première fois, elle regardait sa sœur avec suspicion. J'ai continué, méthodique comme un procureur lors d'un procès. J'ai étalé les relevés de compte de la Cofidis sur la table en verre. Regarde les dates, tante Jocelyne. Le 12 mars. Un retrait de 300 € à 14h30 au distributeur du Casino Barrière.
Où étais-je le 12 mars à 14h30? J'ai sorti ma fiche de paie avec mes horaires pointés électroniquement. J'étais à l'usine. De 8h à 18h. Impossible que ce soit moi. Je ne peux pas être à deux endroits à la fois. J'ai sorti une autre feuille. Le crédit Sofinco. La signature. Regarde bien. J'ai mis la fausse signature à côté de la mienne sur ma carte d'identité. C'était une imitation grossière, tremblotante. C'est mon écriture ça? Non. C'est celle de maman. Tu reconnais ces boucles sur les L? Jocelyne feuilletait les pages, son visage passant de la sévérité à la pâleur. Elle lisait les montants. 1000 euros. 500 euros. 3000 euros. Des achats chez des marques de luxe, des retraits en cash, des restaurants. Sylviane, a murmuré Jocelyne, la voix tremblante. C'est quoi tout ça? Tu m'as dit qu'elle t'avait volé. Mais c'est son nom sur les dettes. Et c'est toi qui as dépensé l'argent? C'était pour la maison. A crié ma mère, acculée, les larmes coulant sur ses joues, mélange de rage et de peur. On avait besoin de manger. Elle ne donnait pas assez. Un écran plat de 1500 euros pour manger? Ai-je interpellé. Des vêtements chez Zara pour manger? Des retraits au casino pour manger? Sylviane s'est effondrée en larmes, mais ce n'était plus des larmes de victime. C'étaient les larmes de rage d'un enfant pris la main dans le sac. Tu ne comprends pas, hurlait-elle. J'ai eu une vie dure. Ton père m'a laissé. J'ai le droit de me faire plaisir un peu. Elle me doit tout. Je l'ai nourrie, je l'ai logée, je l'ai torchée. C'est normal qu'elle paie. C'est le retour sur investissement. Jocelyne a fermé le dossier doucement. Le silence est retombé, lourd et définitif. Elle a regardé sa sœur avec un mélange de pitié et de dégoût profond. Tu as volé l'avenir de ta fille pour jouer aux machines à sous, Sylviane. Et tu as osé venir chez moi, manger ma nourriture, dormir dans mes draps, et me mentir en face. Tu as essayé de me monter contre elle. Jocelyne, ne l'écoute pas. C'est une manipulatrice. Tais-toi. La voix de Jocelyne était tranchante comme une lame de rasoir. Tu ne dors pas ici ce soir. Je te paie une nuit d'hôtel. Une seule. Et demain, tu te débrouilles. Je ne veux plus te voir tant que tu n'auras pas réglé ça et remboursé chaque centime. Ma mère est devenue blanche comme un linge. Elle venait de perdre son dernier allié. Son château de cartes venait de s'effondrer. Les semaines qui ont suivi ont été une descente aux enfers pour ma mère, et une lente reconstruction pour moi. Sans moi pour payer le loyer, et sans Jocelyne pour la dépanner financièrement, Sylviane n'a pas tenu un mois. Le propriétaire, Monsieur Vasseur, n'a pas perdu de temps. Comme nous étions en avril, la trêve hivernale, qui interdit les expulsions pendant l'hiver en France, venait de se terminer. Avec ma plainte et mon désistement officiel du bail, il a pu accélérer la procédure pour défaut de paiement et occupation sans droit ni titre. Je recevais des nouvelles par bribes, via des cousins qui avaient fini par s'excuser, après que Jocelyne leur ait raconté la vérité. Je savais qu'elle avait essayé de vendre ses meubles, mais personne ne voulait de vieux trucs imprégnés d'odeur de tabac. La télé géante? Saisie par les huissiers pour rembourser une partie de la dette Sofinco avant même qu'elle ne puisse la vendre. Je continuais à vivre chez Léa, économisant chaque centime comme une forcenée. J'avais trouvé un petit studio pour le 1er juin. C'était minuscule, 18 mètres carrés sous les toits, mais c'était à moi. J'avais commencé à recevoir des lettres des organismes de crédit, suite à votre dépôt de plainte, le recouvrement est suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Je n'étais pas encore totalement sorti d'affaires, mais je ne coulais plus. Je respirais enfin. Une fois, elle a essayé de venir à mon travail. J'étais en pause déjeuner sur le parking quand je l'ai vue arriver, l'air hagard. Elle a commencé à crier mon nom devant mes collègues. J'ai failli mourir de honte. La sécurité l'a escortée dehors avant qu'elle ne puisse m'approcher, mais j'ai vu son regard. C'était le regard d'une bête traquée. Elle m'avait crié, « Tu vas payer pour ça. » Mais je ne payais plus. C'était elle qui payait, pour la première fois de sa vie. Et puis, le jour fatidique est arrivé. Le jour de l'expulsion.
Je n'avais pas prévu d'y aller. Mais j'avais besoin de clore ce chapitre. Je voulais voir de mes propres yeux que le monstre avait quitté le château, que je ne craignais plus rien. Je me suis garé en bas de la rue, dans la voiture de Léa. Il pleuvait encore, une pluie fine et triste, comme le soir de mon départ. Une symétrie poétique cruelle. J'ai vu le camion de déménagement. J'ai vu les huissiers, des hommes en noir, impassibles, portant des cartons. Le serrurier changeait le barillet de la porte. Et j'ai vu ma mère. Elle était sur le trottoir, avec 3 valises dépareillées et quelques sacs plastiques remplis à la hâte. Elle avait l'air si petite. Si vieille. Si vaincue. Mon téléphone a sonné. C'était elle. Je savais que je ne devrais pas répondre. Léa m'avait dit nos contacts. Mais j'ai décroché. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Allô? Ils m'ont mise dehors, Morgane. Sa voix était vide, éteinte. Plus de colère. Plus de manipulation. Juste le néant. Je suis sur le trottoir. Sous la pluie. Comme un chien. Je regardais sa silhouette à travers le pare-brise couvert de gouttes. Je sais, ai-je dit. Tu es contente? Tu as gagné. Tu as détruit ta mère. J'espère que tu es fière de toi. Tout le quartier me regarde. J'ai honte. J'ai ressenti une pointe de douleur, vive, au niveau du cœur. C'est le piège ultime des parents toxiques. Ils vous font croire que votre survie est une agression contre eux. Ce n'était pas un jeu, maman. Il n'y a pas de gagnant. J'ai juste arrêté de perdre. J'ai arrêté de te laisser me détruire. Tu es sur ce trottoir à cause de tes choix. Pas des miens. Tu as choisi de jouer au lieu de payer le loyer. Tu as choisi de me voler au lieu de m'aimer. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle sangloté. Jocelyne ne répond plus. Grand-mère ne peut pas me prendre. Je vais dormir dans la rue. Ta propre mère, Morgane. Tu vas laisser ta mère dormir dans la rue? C'était le moment de vérité. Le moment où l'ancienne Morgane aurait craqué. J'aurais pu dire viens chez Léa, ou je te paie un hôtel. J'aurais pu replonger dans le cycle infernal. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai pensé à mon compte en banque, à mon avenir, à ma santé mentale. Il y a un foyer d'hébergement d'urgence à 2 rues, rue des Postes. Ils ouvrent à 18h. Tu devrais y aller maintenant pour avoir une place. C'est propre et ils donnent un repas chaud. Un foyer? Avec les clochards? Elle a craché le mot avec dégoût. Même au fond du gouffre, son arrogance était intacte. Je vaux mieux que ça. C'est ça ou le banc public, maman. C'est ton choix. Comme toujours. Je te hais, a-t-elle chuchoté. Je regrette le jour où je t'ai mise au monde. Je sais, ai-je répondu, une larme solitaire roulant sur ma joue. Adieu, maman. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai regardé une dernière fois la femme qui m'avait donné la vie, seule sous la pluie avec ses valises, puis j'ai démarré la voiture. Je ne me suis pas retournée. 6 mois ont passé depuis ce jour. Je suis assise dans mon studio. Les murs sont peints en blanc frais. Il y a une plante verte sur le rebord de la fenêtre, et elle est vivante, ce qui est un petit miracle. Sur mon bureau, il y a une pile de factures bien ordonnées. Factures d'électricité, payées. Loyer, payé. Internet, payé. Tout à mon nom. Toutes payées avec mon argent, durement gagné, sans avoir à sacrifier mon âme. Il n'y a pas de sentiment plus puissant au monde que de regarder une facture et de savoir qu'on a le contrôle, que personne ne viendra frapper à la porte pour nous expulser. La procédure judiciaire est toujours en cours, c'est long, mais la banque a officiellement reconnu la fraude. Je ne suis plus fichée Banque de France. Je recommence à zéro. Ma cote de crédit est vierge, comme ma nouvelle vie. Quant à Sylviane, j'ai appris par tante Jocelyne qu'elle vit dans un petit meublé social géré par une association. Elle est sous tutelle renforcée, une mesure que Jocelyne a aidé à mettre en place avec le juge. Elle ne gère plus son argent. Un curateur lui donne une somme hebdomadaire pour manger. Elle ne peut plus faire de crédit.
Elle est en sécurité, elle a un toit, mais elle n'est plus libre de nuire. Et surtout, elle n'a plus aucune emprise sur moi. Elle est devenue un fantôme du passé. Parfois, la nuit, j'entends encore sa voix crier dans mes cauchemars, « Si tu es si maligne, paie tes propres factures. » Et dans le noir de mon appartement paisible, je souris, je me retourne dans mes draps propres, et je murmure, « C'est fait, maman. C'est fait. » Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était dur à revivre, mais nécessaire pour tourner la page. Si vous aussi, vous avez dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver, mettez un j'aime à cette vidéo, cela aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. N'oubliez pas cette leçon, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit de se laisser détruire ou non. Prenez soin de vous.